Alors l'exposé qui va suivre a pour sujet les organisations périphériques de la social-démocratie allemande et la montée du réformisme avant 1914. Avant de commencer, je voudrais rappeler que nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance de Engels. Engels qui est né effectivement en 1820 et qui a évidemment été contemporain de l'évolution de la social-démocratie allemande à l'époque qui nous concerne. Alors j'espère que si ça tombe et relié à Internet, il ne m'en voudra pas de dire trop de bêtises à son sujet. Alors la réussite du Parti social-démocrate d'Allemagne, à partir de sa naissance en 1875, ne peut s'expliquer sans qu'on évoque l'histoire des organisations qui se sont développées sur sa périphérie au moment où il devenait un parti de masse. Alors à travers quelques exemples, je vais essayer de donner un tableau vivant de ces différentes organisations, de leur rôle dans l'élargissement de la conscience ouvrière, mais aussi des illusions qu'elles ont renforcées. Il y avait trois types d'organisations, les associations culturelles et sportives, comme les associations de chant, de théâtre ou les clubs de randonneurs. Il y avait aussi des coopératives, c'est-à-dire des centrales d'achat ou des coopératives de production. Et bien sûr, il y avait des syndicats. Alors le jeune SPD, il encourageait bien sûr la création de ces organisations, notamment les syndicats, qu'il jugeait être l'école du combat contre la bourgeoisie, mais il rappelait les limites et les illusions apportées par les succès partiels du combat quotidien, autrement dit, tout en encourageant le mouvement associatif ou syndical, la social-démocratie menait de front la lutte contre le réformisme. Alors commençons par les associations culturelles et sportives. Alors sous les lois antisocialistes, donc entre 1878 et 1890, c'est-à-dire pendant une période de violente répression, les ouvriers social-démocrates étaient camouflés dans des associations à caractère apparemment inoffensif, comme des clubs de joueurs de cartes, des fumeurs de cigares, des groupes de lecture. Et puis, après l'abandon de ces lois d'exception, donc en 1890, les effectifs du SPD, comme ses résultats électoraux, ont fait un bond. Les organisations qui entouraient la social-démocratie se sont multipliées elles aussi. Contrairement aux associations bourgeoises qui étaient très patriotiques, monarchistes, et qui reflétaient une stricte hiérarchie sociale, les associations ouvrières, elles cultivaient un esprit de solidarité, un fonctionnement égalitaire, démocratique, qui permettait par exemple même aux femmes de s'assembler et de voter bien avant l'introduction du suffrage universel. Et bien sûr, elles formaient un milieu privilégié où l'on débattait activement des conceptions social-démocrates. Dans la moindre ville, dans chaque faubourg populaire, il y avait une association ouvrière. Elles avaient souvent pour siège des brasseries ou un restaurant populaire et elles étaient animées par des membres du SPD, ceux-ci étant souvent actifs dans plusieurs d'entre elles. Alors prenons l'exemple, cette fois-ci, des chorales. Il n'est pas étonnant que le chant ait une grande importance à l'époque. La première raison, c'est que la voix, ça coûte pas cher, contrairement aux instruments. Et que chante-t-on dans ces chorales? Eh bien, surtout des chansons engagées. Les chants sont partout, dans les marches, dans les manifestations publiques, dans les réunions, que ce soit au syndicat ou au parti, dans les fêtes de la social-démocratie, et bien sûr pendant les grèves. Tout simplement, les chansons, elles propagent les idées, les valeurs du mouvement socialiste. Et dans les moments difficiles, eh bien, elles servent aussi à se donner du courage. Prenons un exemple, celui de l'ouvrier Johannes Most. C'est un des pionniers de la social-démocratie autrichienne et allemande, de la génération d'August Bebel. Eh bien, il composait des poèmes. Là aussi, un exemple entre mille. Peu de temps après le congrès de fondation d'Eisenach en 1869, il écrit un poème qui s'appelle « Les travailleurs », et une fois mis en musique, ce poème devient une chanson très populaire. Elle accompagnera même les ouvriers de Berlin pendant la révolution de novembre 1918. Alors les cotisations, elles permettaient de payer des cours de chant, voire d'envoyer les plus motivés, les plus talentueux en école de musique. Et cette fois, par exemple, je prends l'exemple d'un certain Gustav Uthmann, qui était ouvrier dans une teinturerie, et malgré ses 10 ou 11 heures de travail quotidien, eh ben, il était aussi devenu chef de chœur de 9 chorales ouvrières dans sa ville, et il a composé plus de 400 chansons de lutte, dont le chant au programme ici, le feu sacré,
où il est dit dans ce poème « Dans ce feu sacré, nous voulons fondre nos chaînes », bien sûr celle de l'exploitation. Les chants les plus répandus cultivent la mémoire encore vive des prolétaires combattants de 1848, ou celle des communards de 1871. Et avant d'adopter une traduction de l'Internationale, les ouvriers, ils chantent aussi une version allemande de la Marseillaise, qui, évidemment, dans le contexte de l'époque, signifie être pour la Révolution. Et tous ces chants sont de véritables succès, et ils sont de grande qualité. C'est ce qui faisait dire à Clara Zetkin, en 1910, « Dans le prolétariat lui-même, il y a de plus en plus de signes qu'en tant que classe montante, elle ne se contente pas seulement d'aimer l'art, mais aussi d'en créer. C'est ce que prouvent surtout les chanteurs et les poètes ouvriers. » Alors prenons maintenant l'exemple de la Fédération des travailleurs cyclistes. Alors je rappelle qu'en 1890, la bicyclette, elle coûtait cher, et elle était souvent importée d'Angleterre. C'était donc l'apanage de riches sportifs. Mais avec un peu de débrouille, en achetant en commun des bicyclettes d'occasion, quelques clubs d'ouvriers apparaissent, et il s'agit bien de clubs socialistes. La preuve, c'est que lorsqu'il devait question de fonder une fédération, en août 1893, l'annonce publiée dans un journal social-démocrate dit textuellement, je cite, « Aux cyclistes social-démocrates d'Allemagne, camarades sportifs, nous voulons suivre l'exemple des associations ouvrières de chant, de gymnastique et de loisirs, et former une association pour toute l'Allemagne. Le but de notre organisation, outre la promotion du cyclisme, c'est de nous mettre au service de la propagande afin de nous rendre le plus utile possible au parti et au mouvement ouvrier. Et si l'association ouvrière cycliste porte le nom de Solidarité, c'est bien pour que le S de son emblème fasse bien sûr référence à la première lettre de social-démocratie. » Alors en 1893, les débuts sont certes timides, mais 15 ans plus tard, en 1908, cette fois-ci la situation a totalement changé. L'association, elle fédère désormais 100 000 membres. C'est que les salaires ont augmenté, bien sûr, mais surtout, le coût de la fabrication d'un vélo, il a été divisé par 3 en seulement 15 ans, avec l'introduction de la production de masse. Alors comment ça se passe dans ces clubs cyclistes social-démocrates ? Eh bien, dans les locaux de ces associations, dans les cafés, dans les restaurants que fréquentent les cyclistes, quand ils sont en tournée, eh bien on ne trouve pas que des cartes routières, on trouve aussi toute la presse social-démocrate, locale ou nationale, et les débats sont constants. Au sein de toutes les sections locales, on popularise les luttes syndicales du coin, et on organise régulièrement des collectes pour soutenir les grévistes. On chante bien sûr à toute occasion. On participe aussi au défilé du 1er mai, à bicyclette bien sûr. Et puis aussi, grâce à leur mobilité, les cyclistes ouvriers, ils contribuent à la propagande socialiste. Ils apportent des tracts dans les villages reculés, pendant les campagnes électorales, et on leur donne d'ailleurs le nom de cavalerie rouge ou de hussards rouges, pour illustrer tout ça. Cependant, l'augmentation du nombre d'adhérents s'accompagne de nombreux changements. Alors une presse centrale se développe, en plus de la presse locale, avec son lot de rédacteurs. On développe un système d'assurance propre en cas d'accident, dans le cadre des activités de l'association. Avec l'argent des cotisations, et à l'aide de souscriptions, on crée une première coopérative d'achat de cycles et de pièces de rechange. Puis on crée un atelier de réparation, on embauche des mécaniciens, et en 1907, on jette même la première pierre d'une coopérative de production de vélos, à Offenbach, avec l'aide des conseillers municipaux social-démocrates de la ville. Une grosse usine ouvre en 1911, et elle aura bientôt des points de vente dans toutes les grandes villes d'Allemagne. Alors les salariés, ce sont pour la plupart des militants syndicaux qui ont été mis sur la liste noire des patrons, et à qui l'organisation trouve ainsi un emploi, voire un logement, car on peut aussi facilement être sur la liste noire des propriétaires. Alors, construire une telle fabrique coopérative, ça entraîne la collecte et la gestion de fonds considérables, la création d'une régie et de commissions de contrôle, et dans toutes ces coopératives, les administrateurs sont également des membres, voire des dirigeants du parti. Passons maintenant aux coopératives. Alors, il s'agit bien sûr de coopératives de consommation, mais ensuite, elles deviennent aussi des coopératives de production. Et elles sont bien sûr social-démocrates. Dans le domaine de l'alimentation, les ouvriers, ils étaient dépendants des épiciers chez qui ils accumulaient des dettes, sans fin. Ces épiciers pratiquaient des prix excessifs,
mais eux-mêmes se fournissaient auprès d'industriels de l'alimentaire, avides de profit et peu scrupuleux sur la qualité de leurs produits. Acheter moins cher était donc une préoccupation permanente chez les ouvriers. Certains militants vont donc s'investir dans des centrales d'achat locales dans le but de fournir à bon marché des produits alimentaires de base en achetant en gros sur le marché local. Puis ces produits vont se diversifier notamment parce qu'apparaissent des coopératives de production ouvrière. Ces coopératives, elles sont très modestes, ce sont bien sûr, là encore, des ateliers de menuisiers, de tailleurs d'ouvriers de tabac qui regroupent parfois 5, parfois 10 ouvriers, tous militants socialistes, qui donc ont été, encore une fois, mis sur liste noire après avoir dirigé des grèves. Ces ouvriers, ils s'associent pour simplement s'assurer un moyen d'existence. Mais aux alentours de 1900, on change de dimension. Fortes de leur succès, ces coopératives achètent des terrains, elles construisent des entrepôts, voire des fabriques. Et par exemple à Barmen, dans l'actuelle ville de Wuppertal, la modeste coopérative initiale construit cette fois-ci une boulangerie industrielle, puis une torréfaction de café et une usine de mise en bouteille de limonade. Dans un faubourg voisin, la coopérative, elle possède même un abattoir. Et non loin, à Düsseldorf, la coopérative social-démocrate construit cette fois une véritable usine de production de savon. En 1910, la coopérative de Barmen, elle emploie 211 salariés, qui sont répartis entre ces différents entrepôts, entre les boulangeries, les chauffeurs-livreurs, les points de vente. Et celle de Düsseldorf, elle emploie aussi plusieurs centaines d'employés. En 1911, eh bien, ces milliers de coopératives locales d'Allemagne, elles sont capables d'approvisionner 1 300 000 adhérents, et avec toute leur famille, et elles réalisent elles-mêmes un chiffre d'affaires de 395 millions de marks. C'est énorme. Et désormais, ce réseau de coopératives socialistes, il ne rivalise plus seulement avec la myriade des épiciers à Progrin dans les quartiers, mais elle semble rivaliser aussi avec l'industrie capitaliste elle-même. Alors parlons de la bureaucratie et du réformisme. En 1912, c'est l'année où le SPD devient le premier parti au Reichstag, avec 35% des suffrages. Le parti compte plus d'1 million d'adhérents, soit 11 000 social-démocrates qui siègent dans des conseils municipaux. Ils sont même 231 dans les différents parlements régionaux, et ils sont 110 donc élus à la Chambre des députés au Reichstag. L'élargissement des organisations périphériques à la social-démocratie entraîne donc une modification de la base sociale du parti. Une bureaucratie se développe au-dessus des associations, au-dessus des coopératives et surtout des syndicats. Ils sont ainsi 100 000 permanents social-démocrates dans des conseils d'administration, d'assurance, à la tête de coopératives ou à la tête de syndicats, voire aussi dans les tribunaux d'industrie ou dans les offices communaux de placement. Cette couche de permanents, ces militants social-démocrates, sont bien sûr dévoués à la classe ouvrière, mais ils s'habituent aussi à une routine de gestionnaires, de plus en plus éloignés du combat quotidien contre les capitalistes. Or, au tournant du siècle, dans un contexte de développement prodigieux de l'industrie, avec la foi dans le progrès qu'elle apporte, avec le boom économique lié à l'accès au marché mondial et au succès des grèves, avec les progrès dans les élections, et avec la conquête de bastions électoraux, l'illusion du réformisme se renforce dans la classe ouvrière. Mais surtout, il se trouve cette fois des dirigeants qui non seulement combattent de moins en moins ces illusions réformistes, mais qui s'efforcent aussi désormais de les justifier en affirmant, soudain, que Marx se serait trompé. Cette révision complète de la doctrine socialiste est formulée par un homme, Eduard Bernstein, à partir de 1896. Bernstein, ce n'est pas n'importe qui dans le parti. C'était un des rares intellectuels qui l'avait rejoint, malgré les persécutions et dans l'exil. Il avait été responsable de l'organe central de la social-démocratie. Il avait grandement contribué à renforcer la doctrine marxiste dans le parti. Mais en 1896, dans la revue théorique du parti, Bernstein, il s'est mis à contester le raisonnement de classe et la perspective d'un renversement du capitalisme, notamment parce que, selon lui, le prolétariat voyait son quotidien s'améliorer au point qu'il rejoignait la classe moyenne. Il mettait en avant les résultats du travail concret du mouvement syndical et coopératif dans les municipalités. Ce révisionnisme,
a aussitôt été combattu par August Bebel, le dirigeant social-démocrate, et par Karl Kautsky. Mais il a aussi été combattu par la jeune Rosa Luxembourg, qui à l'époque s'était fait un nom dans le parti, avec la publication d'articles, connus maintenant sous la forme d'une brochure, qu'on appelle « Réforme sociale ou révolution ». La tendance de Bernstein a d'ailleurs été mise en minorité au Congrès de 1899. Mais en réalité, le réformisme et le révisionnisme ne vont pas cesser de progresser. Alors parlons des syndicats, car c'est dans les syndicats que le réformisme a marqué le plus de points. Sous les lois antisocialistes, les associations professionnelles étaient surveillées, traquées, souvent impitoyablement dissoutes. Mais malgré la répression, les syndicats se sont développés, et à partir de 1890, la situation a évolué. La répression s'est fait moins forte, et le pouvoir a toléré, même, la mise en place d'un embryon de confédération qu'on a appelé à l'époque la Commission générale des syndicats allemands. C'était d'ailleurs le résultat des efforts d'un jeune ouvrier tourneur sur bois, qui avait 30 ans, Karl Legien. Du coup, les syndicats, ils sont capables, évidemment, de bien mieux coordonner leurs actions, et ils gagnent encore en efficacité. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, le boom économique. La multiplication des usines, des mines, des réseaux de chemins de fer, entraîne une croissance fulgurante du prolétariat, des grèves et des syndicats. Ils passent de 250 000 adhérents, donc en 1890, à 2,5 millions en 1812. L'activité syndicale se déploie alors sur d'autres terrains. On ouvre des antennes locales, où des conseillers renseignent les travailleurs sur la législation sociale et sur le logement. Puis ces logos syndicaux s'agrandissent, d'écoles pour les enfants d'ouvriers, de caisses maladie, de bureaux de placement, de coopératives. Et sur l'ensemble de ces syndicats, eh bien, s'élève maintenant une importante bureaucratie de permanents, de membres du Parti social-démocrate aussi, voire appartenant à sa direction et parfois aussi même des députés. Mais surtout, avec l'apparition des conventions collectives, ces permanents syndicaux sont entraînés dans une pratique nouvelle, la négociation. Au point que ces accords qu'ils signent désormais avec le grand patronat amènent les dirigeants syndicaux à privilégier le règlement des conflits entre les sommets de la bureaucratie syndicale et les représentants patronaux. Cette pratique tend cette fois de plus en plus à exclure les travailleurs de la lutte pour leur émancipation et à les convaincre que le socialisme se résume à l'amélioration graduelle de leur niveau de vie. Cet essor des pratiques réformistes suscite tout d'abord une très vive critique des dirigeants social-démocrates. Je prends par exemple l'exemple du congrès de Dresde en 1903, où Kautsky, il rappelle, je cite, « Les syndicats sont sûrement utiles, mais s'il leur arrivait d'être en situation de menacer la bourgeoisie, vous pouvez être sûr que l'on se servirait de la force de l'État pour leur porter préjudice. » Mais le fonctionnement et la permanence de tout cet appareil syndical finit par prendre le pas sur l'objectif révolutionnaire. En 1905, un dirigeant syndical qui s'exprime au Congrès, cette fois-ci un nouveau congrès du Parti social-démocrate, il affirme carrément, je le cite, « Pour pouvoir édifier nos organisations, nous avons besoin de calme au sein du mouvement ouvrier. » Autre exemple, quelques années plus tard, en 1908, le congrès de Mannheim consacre cette fameuse indépendance des syndicats, c'est-à-dire en réalité qu'il révèle l'intégration des syndicats dans la société bourgeoise, mais aussi que les dirigeants social-démocrates cèdent et acceptent de retirer aux syndicats la boussole révolutionnaire qu'ils sont en train de perdre eux-mêmes. Alors pour conclure, je voudrais rappeler que dans sa période de fondation, les militants social-démocrates n'encourageaient la création de nouvelles organisations qu'en rappelant simultanément les limites et les illusions apportées par les succès partiels du combat quotidien. Les dirigeants social-démocrates combattaient sans relâche les illusions réformistes de la classe ouvrière qui s'éveillait à sa conscience, à la conscience de sa tâche. D'ailleurs, la répression orchestrée par l'État et l'intolérance du patronat, la misère ouvrière ne pouvaient que donner raison aux révolutionnaires. Et puis en même temps qu'elle se transformait en parti de masse, la social-démocratie s'est entourée d'une myriade d'associations, de coopératives, de syndicats, dans lesquels se diffusait avec efficacité sa politique. Le succès de ces organisations s'est accompagné du développement d'une bureaucratie dans laquelle évoluaient cependant désormais de nombreux militants et cadres du parti. Cette bureaucratie, notamment dans les coopératives mais principalement dans les syndicats,
où l'on s'habituait à négocier avec le patronat, est devenu de plus en plus sensible au réformisme, voire de plus en plus intégré à l'appareil de l'État. Et ces bureaucrates, et à leur tête les réformistes, transformèrent pour une part ces organisations à leur contraire. Alors qu'elles servaient initialement de tremplin aux idées révolutionnaires, elles devenaient un but en soi. Les conquêtes progressives semblaient sans limite et justifiaient l'abandon du renversement de la bourgeoisie. En réalité, cette bureaucratie liait son sort matériel à l'existence, voire à la pérennité de ces organisations, et elle manifestait de plus en plus ouvertement une tendance à s'adapter au capitalisme. Et malheureusement, ce qui était une gangrène a trouvé son terme dans la faillite complète de la social-démocratie en 1914, lorsque celle-ci s'est engagée dans l'union sacrée avec la bourgeoisie et dans la première boucherie mondiale.